Accord, désaccord avec Renaud Blanc. Et surtout à 8h42 sur Radio Classique avec André Berkoff et Bruno Roger Petit qui vient tout juste d'arriver. Un petit café devant lui, des croissants. Enfin, il est comme chez lui dans ce studio de Radio Classique. Le grand sujet du jour, c'est la réforme du Code du travail. On va écouter Manuel Valls. Il était ce matin sur RTL. 49.3 ou pas 49.3, on l'écoute. Je veux convaincre les Français, et je veux convaincre, bien sûr, avec Myriam El Khomri, une majorité de députés, et de députés de gauche d'abord, pour adopter cette loi. Et s'il le faut, le 49.3. Mais je ne suis pas sûr que ce soit aujourd'hui la question essentielle. Pourquoi préjuger de l'intelligence collective du Parlement ? L'intelligence collective des parlementaires. On écoute Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière. Il n'a pas tout à fait le même avis que le Premier ministre. Une loi de ce type, compte tenu des enjeux et des dégâts qu'elle va provoquer chez les salariés, c'est une forme de désengage du droit du travail, faut dire les choses clairement, ça mériterait une réaction forte des salariés. Voilà, une réaction forte des salariés. C'est vrai que les syndicats s'organisent. Jean-Claude Mailly qui était sur France 2 ce matin. Messieurs, cette réforme du Code du travail, elle fait couler beaucoup d'encre. Vous pensez qu'en l'état actuel, le gouvernement peut tenir le texte actuel, on va dire, de Myriam El Khomri, qui est le premier projet? André ? Très franchement, pour une fois, rendons grâce à César Valls ou à César Hollande, ou je ne sais pas. Enfin, pour une fois, quand même, tout le monde sait depuis des années que le Code du travail doit être réformé. Pour une fois qu'ils le font et qu'ils essayent de le faire, qu'ils vont considérer dans le bon sens, on va pas leur jeter la pierre. Non, mais la question, c'est de savoir s'ils peuvent le faire, parce que ça commence à gronder très fort quand même à gauche. Jean-Christophe Cambadélis dit clairement, en l'état, je ne voterai pas le texte. Ça s'annonce compliqué. Juste un mot, je crois que le gros problème, c'est qu'ils le font un peu tard. C'est-à-dire, c'est un peu dommage qu'en fin de quinquennat, c'est quelque chose qui aurait dû être fait au début, ou en tout cas très vite. Et malheureusement, je crois que la faute, elle n'est pas dans le fond. Le fond, ils ont raison de le faire. La faute, c'est de le faire maintenant. Maintenant, il faut y aller. Je veux dire, ils n'ont pas le choix, parce que si, là aussi, ils calent, alors là, ça va être un quinquennat, après ce remaniement en peau de lapin, ça va être un quinquennat qui va finir en lambeaux. Donc je crois qu'ils n'ont pas le choix. Bruno, trop tard, mal préparé ou pas ? Bruno réfléchit. André vient de répondre en partie là-dessus, mais il y a 2 degrés de lecture à avoir dans cette affaire. Il y a le premier degré qui est ce projet qui vient heurter quand même, pour beaucoup, des valeurs de gauche, dans le rapport qui est entretenu par quand même, je pense encore aujourd'hui, une majorité de socialistes avec le Code du travail, sans parler des gauches de la gauche. Et puis, il y a ce que fait Manuel Valls, pour le compte de Manuel Valls. Moi, je suis assez frappé de voir que il est dans une logique qui consiste à couper une partie de la gauche du gouvernement du reste de la gauche. Ça a commencé la semaine dernière de manière très visible avec un discours à Corbeil-Essonnes, où il a dit « il y a désormais 2 gauches irréconciliables ». Et depuis, ce que je constate, déclaration après déclaration, il essaie de rendre effectif de manière objective. Je préjuge pas de ce qu'il pense, mais en tout cas, comme disait Lénine, la pratique est le critère de la vérité, il essaie de rendre objectif ce divorce. Bon, ce que je constate, par ailleurs, c'est que cette stratégie-là, qui là aussi vient heurter bien des fondamentaux de la gauche, notamment dans la perspective d'une élection présidentielle, ça fait pas objectivement les affaires de François Hollande. Donc vous laissez entendre qu'il est en train quand même de faire une croix sur 2012 en disant, j'espère... 2017, pardon, que François Hollande va, pardonnez-moi l'expression, se planter pour... C'est-à-dire qu'objectivement, on est obligé de se poser la question quand on voit ce que fait le Premier ministre. Oui, mais enfin, il y a 2 lectures. Alors, la lecture de Bruno Roger Petit, qui est une bonne lecture, mais elle est très politicienne, au sens non pas péjoratif du terme, si tu veux. Mais je veux dire, allons au-delà des querelles d'ambition. Bien sûr que, en fait, ce qui se passe, pour rester juste là-dedans, c'est évident que Valls aujourd'hui ne pense pas à 2022. Il pense, comme beaucoup de gens, comme Cambadélis et d'autres, à 2017. Ça, c'est clair que le paysage est en train de changer. On le voit à l'état de signe, etc. Et je veux pas... Moi, j'ai fait un feuilleton cet été où je disais que François Hollande n'allait pas se représenter, mais qu'il attendrait 1 an encore, il attendrait la fin pour ne pas se représenter. Bon, juste, fermons la parenthèse. Juste non, une chose. Vous y croyez de plus en plus à ce scénario? Oui.
Oui, oui. Moi, je crois que François Hollande ne se représentera pas et qu'il va sortir par le haut en disant, voyez, vous me prêtez des calculs politiciens, des calculs égoïstes, eh bien, je vais jouer la nation. Enfin, ça, c'est de la politique fiction. Laissons ça de côté. Juste un mot. Je crois quand même une chose, c'est que toute réforme, vous savez très bien en France, du Code du travail et autres, toute réforme se heurte immédiatement à des levées de boucliers. Je crois quand même, sur le fond, je reviens à ça, moi je rends hommage à Valls, pour une fois à Valls, à peut-être Khomri, je ne sais pas, pour y aller. Et je veux dire, de toute façon, c'est quelque chose qui est incontournable. Et on le sait, gauche ou droite confondue. Bruno, le 49.3, vous y croyez ou pas? Et est-ce qu'il y a une autre solution à l'heure actuelle pour ce texte tel qu'il est? Est-ce qu'il y a une majorité autour de ce texte? Là aussi, avoir engagé le débat, parce qu'on connaît l'histoire. Myriam El Khomri fait une interview aux Échos, qui est relue par l'Élysée, puis qui est relue par Matignon, et puis vous voyez arriver une petite phrase, donc ça vous donne le degré de liberté de la ministre dans cette affaire, qui laisse entendre qu'il pourrait y avoir le 49.3. Nous prendrons nos responsabilités. Voilà, nous prendrons nos après le passage à la relecture Matignon. Bon, là-dessus, vous avez le président de la République qui dit « Je veux pas de 49.3, arrangez-vous, il me faut une loi de consensus », parce que lui, il est dans une logique où, confronté au blocage de la révision constitutionnelle, éventuelle en vue du Congrès, il doit afficher quelque chose qui fasse consensus, donc c'est important pour lui. Et là encore, vous heurtez un Premier ministre. La déclaration de ce matin qui consiste à dire qu'il ne faut pas préjuger de l'intelligence collective du Parlement, ça veut dire que le Parlement est peuplé en grande partie d'idiots et qu'il y a un risque de ne pas le voir se comporter de manière intelligente. Vous allez donc encore avoir toute une partie des parlementaires socialistes qui ne veulent pas de cette réforme. Et pour le coup, selon les informations que j'ai, ça va bien au-delà des frondeurs aujourd'hui, le refus de cette révision du Code du travail. Donc là encore, vous voyez Manuel Valls qui enfonce un coin. Donc pour vous, il n'y a pas de majorité actuellement chez les parlementaires? Je ne pense pas. Non. Ce qui est tout à fait fascinant dans cette histoire, c'est qu'on retrouve quand même la répartition des rôles qu'on a depuis très longtemps entre Hollande et Valls. C'est-à-dire Hollande qui dit, bon, attendez, apaisons, ne négligeons personne, voyons tous les courants, on avance, mais on avance prudemment, et Valls qui pratique la politique du bélier. Il dit, allez, on y va, etc. Avec, mais est-ce que c'est une répartition des rôles aujourd'hui? C'est toute la question. Alors voilà, je crois que ce n'est plus de répartition des rôles en fonction de ce qui se passe pour 2017. Ça fait cohabitation un peu tout ça. Ça fait, oui, enfin, une fausse cohabitation. Avant de passer à la droite, Bruno, sur le scénario que décrit André, sur un François Hollande qui finalement déciderait de ne pas tenter un nouveau quinquennat, vous y croyez ou ça vous semble encore très Il faut se mettre à sa place. Vaseux. Si j'étais à sa place, parce que souvent quand on se met à la place des politiques, on comprend mieux les choix qu'ils font, parce que parfois de l'extérieur ça nous paraît aberrant. Je pense que j'attendrai jusqu'au dernier moment afin de voir si il peut se passer quelque chose, si ça bouge dans l'opinion, si survient un événement de telle ou telle nature qui puisse bouleverser d'un coup tous les rapports de force. Et j'attendrai septembre, octobre, novembre plus tard avant de me décider. Mais un scénario qui semblait totalement improbable il y a 6 mois, aujourd'hui, voilà, on en parle de plus en plus. Écoutez, moi, il me semblait très probable il y a déjà 6 mois. Mais le visionnaire, André, c'est pour ça. Non, mais le problème aujourd'hui, c'est que quand Bruno dit attendons, moi je vais vous dire, il va attendre jusqu'à janvier et février, parce que ça c'est l'autre côté de Hollande, qui est quand même un tueur. C'est-à-dire que s'il n'y va pas, il ne sera pas le seul à ne pas y aller. Il va faire, je ne dis pas la politique de la terre brûlée, mais je ne pense pas qu'il va tailler le chemin de rose et le tapis rouge à un Manuel Valls, par exemple. Et ça, c'est clair. Non, mais soyons clairs, s'il n'y va pas, vous aurez une primaire qui sera dominée par un choc. On le sait, ils se préparent les deux. Manuel Valls et Emmanuel Macron. Ça paraît évident aussi aujourd'hui. Oui, alors, avec Montebourg en Gaspard. Alors Manuel Valls, Manuel Valls, Emmanuel Macron, et ensuite on va passer à la droite. Ça ne doit pas faire vraiment plaisir à la gauche de la gauche. Et à la gauche mais vous aurez un candidat qui peut être, par exemple, Arnaud Montebourg, dont on sait aussi qu'il se prépare. C'est-à-dire que vous avez Baron Noir à la télé, puis avec Montebourg, vous avez Baron Perché sur la gauche de la gauche. Allez, on passe à la droite avec Bruno Le Maire qui doit officiellement annoncer sa candidature, faux suspense, bien évidemment, à Vesoul. Alors, je sais pas si nous vibrons. Vous vibrez. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. On a vu Vesoul, effectivement. On l'imagine en 3e homme, lui se rêve en 2e homme. Oui, vous pensez que c'est réalisable ou pas? Il est autour de 12% aujourd'hui dans les intentions de vote pour cette primaire à droite. D'abord, rappelons un syndrome, je ne dirais pas zoologique, mais anthropologique de l'homo politicus français aujourd'hui.
un livre, une candidature. Pratiquement, vous avez vu depuis septembre, ce n'est plus l'avalanche, c'est le tsunami. Chacun fait son petit bouquin ou son gros bouquin, et voilà. Bruno Le Maire, qui se vend plus ou moins bien d'ailleurs, voilà, Copé, etc., etc. Quand on utilise le mailing des Républicains, apparemment, on en vend pas mal. Oui, en tout cas, Sarkozy, ça a pas mal marché. François Fillon a noté d'abord. Oui, enfin, et puis il attire les foules. Du livre aussi. de Nicolas Sarkozy, bien sûr. Oui, mais il attire les foules. Non, le problème, en fait, c'est que pour la droite, c'est presque encore pire que pour la gauche. Parce que la droite, dans son ADN classique, c'est pas la primaire. La primaire est une métastase cancérigène pour la droite. La primaire n'est pas faite pour la droite. La droite, c'est un chef qui chef. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont avoir jusqu'en novembre, vous imaginez, on est en février, jusqu'en novembre, ils vont se tirer la bourre, mais d'une manière hallucinante, et le combat ne cessera que faute de combattants. Ils vont arriver, en lambeaux, il y aura toujours quelqu'un qui va arriver, qui restera. Mais quand même, c'est hallucinant cette histoire. Regardez le nombre de gens, Mariton. Quand on fait ils sont quoi, 10, 12 aujourd'hui? Même dizaine, oui. Vous imaginez ce que ça va donner? C'est-à-dire que c'est pas du tout dans l'ADN. Autant la gauche, c'est la discussion, c'est le forum, etc. Autant la droite, c'est la recherche d'un chef qui va les mener à la victoire. Et ils vont attendre jusqu'en novembre. C'est ça qui est important, le temps. Et regardez les ravages du temps que ça va donner. Bruno, vous partagez l'avis d'André? Oui, sur l'aspect, ça va être sanglant. Non, sur l'aspect, ça va déboucher sur quelque chose de terrible pour la droite. Je pense qu'au contraire, c'est une manière pour la droite de se construire un chef, la primaire. C'est Chirac qui disait un chef, c'est fait pour cheffer. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de chef. C'est-à-dire, vous voyez bien que Nicolas Sarkozy, mais ça c'est la mécanique de la primaire, qui est en position de faiblesse, n'est plus le chef qui chef. C'est-à-dire, il y a plus sa légitimité est considérablement entamée. Donc à quoi peut servir la primaire? Elle peut servir à construire une histoire, un véritable storytelling de types ou de femmes qui se battent les uns avec les autres et qui, à l'arrivée, triomphent de toutes les embûches. C'est-à-dire, vous pouvez renverser la logique de la primaire. Vous ne pouvez plus vous mettre dans une logique où vous allez arriver et on va vous dire « Ah, c'est le candidat issu d'une bataille épouvantable, c'est dramatique, cette droite est en lambeaux ». Non, c'est le contraire qu'il faut raconter. Et c'est tout l'enjeu de la primaire. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, la clé de la primaire, c'est Sarkozy. Tant que Sarkozy est candidat, Juppé, par opposition d'image, reste celui qui fructifie sur l'antisarkozisme parce qu'aujourd'hui, il incarne une certaine forme de tempérance, de rassurance, d'expérience, de compétence que les autres n'ont pas. Si Sarkozy sort du jeu, ça change tout. Et c'est là où Bruno Le Maire a peut-être une carte à jouer, à condition de s'acheter un charisme qu'il ne possède pas aujourd'hui. Oui, là encore, c'est le scénario, Sarkozy n'y va pas. Oui, non, mais ça, c'est si Sarkozy sort du jeu. Alors, franchement, Sarkozy sortant du jeu, il faudrait qu'il soit amputé les 3 jambes. Vous n'y croyez pas du tout, André? Du tout. Ouais. Pour une raison extrêmement simple. Qu'il se maintienne. Il tient le parti. Oui, il choisit, si vous voulez, il a choisi les délégués, les gens, et il va se maintenir. Moi, ça me paraît quand même assez hallucinant qu'il ne se maintienne pas. Mais je crois, contrairement à Bruno... Même s'il a des sondages qui sont très mauvais, je parle des sondages... La primaire, c'est une mobilisation de clientèle. Oui, mais rappelez-vous les sondages Balladur en 95, 6 mois avant, Chirac était à 10%, etc. Vous savez, les sondages, Raymond Barre, 88. Etc. Voilà. Je crois que vraiment, Sarkozy étant l'animal politique qu'il est, après, effectivement, il est plus du tout le chef qui chef aujourd'hui. Mais si vous voulez, je crois que vraiment, tout ça va laisser des traces, et moi, l'impression que j'ai, c'est que vraiment, il est beaucoup trop tôt pour préjuger des lignes. Simplement, si on adapte à Balladur-Chirac, et si on pense à Balladur-Chirac, Chirac avait le parti, avait le RPR, et il a triomphé parce qu'il avait le RPR et il tenait le RPR. Et ça, les gens l'ont oublié à l'époque. Et Sarkozy tient quand même le cœur des Républicains aujourd'hui. Et dans le Parisien, justement, il y a un article ce matin sur Juppé, Balladur, même combat, et le syndrome Balladur finalement chez les partisans d'Alain Juppé. Vous y croyez? Parce que pour l'instant, c'est vrai que ça marche très bien pour lui. Ça marche parce qu'il ne fait rien. Il se contente d'être Alain Juppé, posé en majesté, et de dire, regardez, je suis rassurant, je suis expérimenté, je suis compétent. L'autre, c'est un agité, vous avez vu de quoi il était capable, il vous a déçu, donc choisissez. C'est là-dessus que ça marche. En fait, il fait ce que Mitterrand, les communicants de Mitterrand avaient pensé en 80 pour Mitterrand, c'est-à-dire que tout ce qui était ses défauts sont devenus des qualités. Il n'est pas âgé, il est expérimenté. Il n'est pas raide, il est autoritaire, il a de l'autorité. Bon, voilà, tout se retourne en sa faveur. Mais je vous dis encore une fois que si Nicolas Sarkozy devait être empêché d'une façon ou d'une autre, on verrait peut-être que ce serait plus compliqué. Et puis, deuxième temps,
Alain Juppé n'aime pas les campagnes électorales. Il est comme Édouard Balladur ou Jacques Delors. Il veut bien être nommé, il veut bien être encensé, mais il veut pas faire campagne. Et André, 10 secondes. Oui, juste un mot, parce que moi je suis très très frappé dans les réseaux sociaux de voir, encore une fois, il y a chez Sarkozy, enfin chez les sarkozystes, quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Alors on peut dire secte, etc. Absolument. Quand vous lisez les réseaux sociaux, c'est hallucinant de voir les gens qui disent Sarkozy forever, envers et contre tous. Alors je ne sais pas ce que ça représente. Oui. Alors je ne sais pas ce que ça représente à l'intérieur des Républicains et à l'intérieur de la primaire, mais à mon avis c'est quelque chose à laquelle il faudra compter. Sauf que ceux qui ont la foi chez Sarkozy, à la différence de ceux qui ont la foi chez Mélenchon, ne vous traitent pas de chien chaque fois que vous faites un papier sur Mélenchon. Désaccord avec André Berkoff et Bruno Roger Petit. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce matin dans le studio de Radio Classique. 8h58, dans un instant, la Bourse de Paris.